Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission, le kiosque. Pas quoi de neuf, mais c'est le kiosque. Nous sommes jeudi. Nous enregistrons l'émission le jeudi soir et la communauté Facebook a donc le privilège de nous voir avant ceux qui nous regardent le vendredi soir à 20h sur la télé, le samedi soir à 18h et le dimanche à 10h. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que tranquillement nous allons donc faire l'analyse de ce qui s'est passé durant cette semaine avec les stars du plateau. Oui. Alors, bonsoir Philippe, comment vas-tu? Ça va encore, ça va bien. Je salue les téléspectatrices et les téléspectateurs. Puis, vous faire une petite confidence d'actualité. Bien sûr. J'en ai deux. D'une part, j'ai appris avec plaisir que la faculté des lettres et sciences humaines avait élu son doyen. Il s'agit de mon collègue et ami Bélez Max, qui est un créoliste renommé, et je voudrais signaler, le féliciter pour cela. Le deuxième événement qui m'a plu, c'était mardi après-midi. Il y a eu la signature d'une convention extrêmement intéressante entre le président de la CTM et le président de l'Université des Antilles. Une convention pluriannuelle sur 5 ans, 5 millions d'euros, avec des axes extrêmement importants que notre ami Charles connaît bien. Il va certainement apporter des précisions sur ce point, car c'est très important. C'est la première fois que l'on revient à ce type de procédure et dans une ambiance très, très sereine. Et il y a un point qui m'a intéressé. Moi, c'est une marotte chez moi, en tant que président honoraire de l'Université des Antilles et de la Guyane. Et c'est le dernier point, le point 6, c'est la gestion prévisionnelle des effectifs et des emplois et de la compétence. Car si effectivement on veut améliorer la formation dans notre pays, il faut que l'on puisse prévoir les projets qui correspondent, n'est-ce pas, au développement d'entreprises ou la mise en place de projets d'action dans tous les domaines. Et si on ne fait pas ça, on fait du coup par coup. Donc, dans ce cadre-là, il serait intéressant que cette gestion prévisionnelle s'adresse bien sûr à la CTM, à l'université et au monde économique pour pouvoir gérer l'avenir, mettre en place des formations qui seraient urgentes de mettre en place. Et je tiens à signaler que ce type d'organisation a existé, je me souviens très bien, c'était dans les années 84 à 90, nous avions mis en place un comité de liaison qui a duré 9 ans et qui permettait aux structures de l'université, aux structures politiques, aux structures économiques de s'entendre et de développer des formations et de les contrôler chaque trimestre. Donc, je crois que là, c'est extrêmement important et fondamental si on veut aller dans le sens du développement rationnel de nos formations et d'avenir. Voilà ce que je voulais signaler. Merci beaucoup, maître. Monsieur Michel Bonchi, rédacteur en chef du journal La Justice. Comment ça va? Bonne semaine, souriant. Oui, bon, écoutez, alors la semaine, d'abord, une satisfaction, c'est que la manifestation que nous avons organisée en hommage à Léopold Bissol pour rénover son buste et à cette occasion rappeler qui était Léopold Bissol a été un succès, a été bien couvert par les médias. Donc c'est une satisfaction parce que Léopold Bissol a été, je le rappelle, le seul député martiniquais ouvrier et qui a été élu en même temps qu'Aimé Césaire, aussi bien au conseil municipal de Fort-de-France en 1945 qu'à la députation. Et puis, il a bien sûr été, entre autres, l'un de ceux qui a doté la Martinique de tout le système de protection sociale dont nous bénéficions. Je devais parler de la sécurité sociale, de la retraite. À l'époque, on appelait ça la retraite des vieux travailleurs salariés, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Donc, et aussi, d'ailleurs, je m'adresse à la fonction publique, ce qu'on appelle les 40% des fonctionnaires, il y a une partie des 40% qui résulte d'une loi Bissol-Césaire qui donne 25% de majoration de vie chère
à tous les fonctionnaires d'outre-mer. Et Bissol est l'un des auteurs de cette loi. Donc, rappeler cela, c'est rappeler que nous venons de quelque part. Bien. Voilà. Bon. Merci beaucoup Michel. Bonsoir Charles, comment ça va? Très bien, merci Mano. Bonsoir chers téléspectatrices, téléspectateurs. Content de vous retrouver. Et comme Philippe m'a invité à le faire, donc effectivement, je n'étais pas présent, mais en tout cas j'ai participé à l'élaboration. En tout cas, j'ai suivi un petit peu les travaux de cette convention entre la CTM et l'Université des Antilles. Et effectivement, c'est une convention qui va loin, puisque les sciences humaines, l'urbanisme, l'architecture et l'aménagement, qui sont nouveaux, il y a la biodiversité, l'écologie, dans le domaine du changement climatique, l'économie bleue, l'économie circulaire, c'est-à-dire avec nécessité de faire la boucle, de consommer, mais aussi de traiter ce qu'on consomme, en tout cas les déchets, et le numérique. Tout ça, ça fait partie donc des thèmes abordés dans la convention. Et par exemple, concernant les sciences humaines, je ne vais aborder qu'un seul aspect. Donc il y aura un master en démographie, en sociologie, philosophie et anthropologie. L'anthropologie n'a jamais été abordée aux Antilles, et donc ce sont des cycles qui veulent intéresser les jeunes étudiants à notre territoire. Voilà, c'est ce souci-là, c'est de diriger la recherche vers les territoires. C'est très bien qu'on ait un pôle d'histoire intéressé par l'archéologie précolombienne, mais c'est aussi bien d'avoir ce pôle d'histoire qui travaille sur l'histoire de l'esclavage, etc. Bon, ça c'est une petite pique que je me suis autorisé à lancer. Et puis, deuxième actualité, alors c'était aujourd'hui la journée donc, du CREFOP, et donc ce comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle s'est réuni avec plusieurs ateliers, donc, et on a travaillé sur cette formation professionnelle-là, en pointant les orientations, parce qu'aujourd'hui, à 10 ans, les métiers changeront totalement. Et donc, on sait quels sont les thèmes, la décarbonation, l'habitat, le déplacement et pas le transport, le déplacement, pour voir comment on peut être plus efficace, l'alimentation en circuit court, la rénovation des bâtiments, on ne pourra pas construire des bâtiments neufs, la novétisation, c'est-à-dire l'informatisation, le numérique, et le modèle de production agroécologique, permettre à nos agriculteurs de s'installer et de travailler au service de la Martinique, plutôt que d'avoir des soupes chinoises qui sortent avec 15 000 km, et puis ce qu'on appelle le kilomètre alimentaire qui est monstrueux, alors qu'on a des soupes locales qui sont excellentes. Et puis la médecine et le soin au travail, puisqu'il faut aussi accompagner les salariés dans ce domaine-là. Enfin, c'était une journée très, très enrichissante, et ma modestie en souffrira, mais vous avez devant vous le président de la commission des territoires du CREFOP, donc je vais participer à ce travail avec les autres membres qui sont vraiment très pertinents. Alors, il y avait des syndicats, il y avait des syndicats de professionnels, il y avait un représentant du MEDEF, il y avait pas mal de socioprofessionnels, il y avait le RSMA, enfin bon, pardon pour ce que j'oublie, mais il y avait énormément de partenaires, et la réunion était très intéressante. Il y a beaucoup de choses à faire, la tâche est immense, et en fait, on est tous désireux d'essayer de faire changer les choses. Voilà. Très bien. Alors, Grégory, merci de me remettre, il me semble que tu l'as mis, le journal du PPM, parce que la semaine dernière, comme j'ai dit ça, oui. on me l'a envoyé en double exemplaire, je l'ai envoyé plusieurs aussi. semaines. Voilà, donc du coup, Désolé. Je ne voudrais pas faire injure à notre ami qui nous l'a envoyé. Il va se dire, mais pourquoi on ne le passe pas? Voilà, le PPM, élection sénatoriale, septembre, ça c'est... Non, c'est le dernier. C'est le dernier, Tout à fait. D'accord. Merci beaucoup, Grégory. Alors, la plus belle, la plus gentille, Et la plus souriante. Et la plus... Intelligente. T'as toujours pas compris, quoi. Non, mais... Des trucs physiques. Comment ça que des trucs physiques? C'est pas parce que tu es une belle femme que tu es là. Si tu es là à notre table, c'est bien parce que tu mérites cette place, me semble-t-il. Comme tout le monde, c'est ça? Comme tout le monde, oui. D'accord. Mais on peut quand même parler de ta beauté, de ta jeunesse, de ton sourire.
Merci, C'est merci vrai? Mano. Voilà. Bonsoir Mano. Bonsoir Béatrice. Bonsoir les copains. Bonsoir, Bonsoir aux bébé. Non, mais c'est téléspectatrices terrible et une aux femme, en fait. On ne sait pas téléspectateurs. quoi faire pour leur faire Incroyable. plaisir. Jamais C'est incroyable. Non, c'est jamais bon. Voilà. Puis au cap les bases, moi, ça te comprendre. Alors, pour ce qui me concerne, alors je voulais déjà saluer Madame Laurent qui nous a fait tenir, et j'aurais dû l'envoyer, le scanner et l'envoyer comme ça sera apparu en grand sur les écrans, mais l'annonce en tout cas d'une pièce de théâtre. C'est Dila Diffépris, c'est l'association Vétiver Théâtre qui donc, avec une metteur en scène qui est Madame Laurent, qui organise le 27 octobre au Théâtre Aimé Césaire à 19h à la rue Victor Sévère à Fort-de-France, une pièce de théâtre que je vous invite tous à aller voir. Et chacun d'entre vous, Madame Laurent, je vous l'atteste, chacun de ceux qui est sur le plateau, a reçu ce que vous leur avez envoyé, donc le petit flyer. Et nous nous ferons un plaisir en tant que possible de venir bien volontiers. Mano, tu as reçu ta part. Tout le monde vous a testé, Oui, vous oui, avez tout à tous fait. reçu. Bon. Bien. Autre chose, parce qu'on en a parlé déjà, mais que la semaine va commencer. Donc on est dans la semaine Gaoulé contre le chlordécone. Il y a un début de village donc, qui va commencer dimanche 22 octobre. Donc il y aura le Gaoulé. Alors je le dis... et là aussi, c'est dommage que je ne l'ai pas envoyé avant, comme ça on aurait eu des flyers qui seraient apparus. Mais le 22, donc, il y aura des stands sur la savane de Fort-de-France. Donc, chers compatriotes, de 8h à 18h, vous pouvez vous déplacer. C'est le village contre chlordécone. Le lundi 23, toujours sur la savane, il y aura des débats sur les impacts du chlordécone sur la santé et sur les moyens d'en sortir. Le mardi 24 octobre, toujours des débats, des plateformes de revendication des mouvements sociaux, des propositions de loi des parlementaires et la loi marron de la CTM qui va vous être exposée et précisée, donc toujours sur la savane. Le mercredi 25, il y aura des artistes qui vont s'exprimer contre le chlordécone en musique, en poésie, en danse et en peinture. Donc c'est soirée culturelle. Le jeudi 26, il y aura un beau cantage autour de l'agriculture et la pêche, donc des débats sur les problématiques et les alternatives. C'est très intéressant et ça va nous ramener d'ailleurs à une question que nous allons traiter sur la visite du ministre. Le vendredi 27, donc le beau cantage continue sur les actions, c'est comment continuer le combat, les perspectives judiciaires. Beaucoup se posent la question, quelles sont les perspectives judiciaires qui vont apparaître après ce fameux lieu. Donc il y aura toujours sur la savane des débats autour de ces questions. Le samedi 28, nous vous appelons évidemment à une manifestation populaire, départ à la maison des syndicats à 8h, et nous espérons véritablement que les Martiniquaises et les Martiniquais seront à tous ces rendez-vous nombreuses et nombreux. Merci beaucoup, Béatrice. Alors, la semaine dernière, j'ai reçu samedi un téléspectateur qui nous appelait de la Guadeloupe pour nous dire que nous étions contre Israël et qu'on ne présentait que des faits dans un sens et qu'on n'était pas objectif. Alors, ce que j'ai envie de dire à ce monsieur, c'est que tout ce dont nous avons parlé, c'est factuel, ce sont des choses qui existent. On n'a pas inventé. C'est pas comme certaines chaînes de France, Azo Télévision. Je pense que les gens qui sont là, ce sont des gens sérieux et ils parlent de choses réelles. Donc, j'ai été vraiment surpris par ça en nous accusant. En plus, il croyait que l'émission était en direct et il insistait pour participer. Samedi soir vers 19h, vers 19h30. Donc, monsieur, non, on s'est contenté de présenter les faits. Donc, je pense que les chroniqueurs pourront en parler tout à l'heure. Et puis, nous avons eu aussi, là, c'était sur Facebook, une dame, me semble-t-il, qui disait, là encore, que nous en avions après l'actuel maire sénateur de Trinité, M. Buval, et que nous étions, on s'est acharné sur M. Buval. Alors, c'est peut-être parce qu'on a trop souvent l'habitude à la Martinique d'avoir des informations
qui vont dans le sens du poil de tout le monde. Et si on dit quelque chose de réel, ça semble vous déranger, mais ce dont on parle, ce sont des choses réelles, factuelles. Donc, pardonnez-nous, hein, c'est cette émission Le Kiosque avec des directeurs de journaux, des gens... Enfin bon, vous avez compris, on n'est pas là pour caresser les gens dans le sens du poil, on n'est pas là pour dire des bêtises sur les gens, on dit, vous pouvez chercher et puis vous allez trouver des explications. Donc, alors, aujourd'hui encore, nous allons parler de M. Buval. On va parler de la passation de pouvoir à Trinité après l'élection de Frédéric Buval. Donc, si Grégory peut me mettre la photo du maire. Alors, il est encore maire, puisque c'est samedi que la passation va se faire, je crois. Donc, il est encore maire, il est sénateur. Donc, je n'ai strictement rien, je ne pense pas que vous non plus, dans ce que nous avons dit, on avait quelque chose contre M. Buval, on s'est contenté de parler de la réalité. Alors, la passation de pouvoir à Trinité, M. Buval est toujours le maire, à partir de samedi, il ne sera plus le maire, mais est-ce que vous avez quelque chose à dire à ce propos? Comment ça peut se passer juridiquement? Qu'est-ce qui est important? C'est la chose la plus simple qui se passe, c'est-à-dire qu'il donne sa démission et le conseil municipal va procéder à l'élection d'un nouveau maire. C'est tout. Il n'y a rien de plus simple que ça. Papy, parle plus fort dans le micro. Oui, mais mes forces s'épuisent. Bon. Donc je dis que c'est l'application de la loi, c'est samedi prochain. Oui, donc il sera élu, il va démissionner. Et il va y avoir un maire élu par le conseil municipal. Alors, ça, c'est effectivement ce que dit la loi. C'est la chose la plus simple, la plus probable. Alors, juste rappeler qu'il est obligé de démissionner puisqu'il ne peut cumuler et un emploi de parlementaire, entre guillemets. C'est la loi, un nombre de mandat. Voilà, c'est le non-cumul, le fameux non-cumul des mandats. Hein, donc là, on est dans des incompatibilités. La loi lui laisse laisser un mois en fait pour démissionner, pour démissionner d'un ou de l'autre, d'ailleurs. Il aurait pu aussi démissionner de son poste de sénateur, à la différence que celui de maire, c'est que quand on démissionne de son poste de sénateur, le suppléant ne devient pas sénateur. Hein. On est obligé de relancer une élection. Il n'y a que des cas... Alors, quand un sénateur est appelé sur un ministère, donc comme ministre, ou s'il meurt, que c'est son suppléant qui prend le relais. D'accord. Pour ce qui est là de la Trinité, donc il va démissionner de sa fonction de maire qu'il a obtenue non pas par le biais des élections, il a obtenu par le biais des élections d'être conseiller municipal. C'est ça, c'est une liste. Donc, voilà, puisque c'est une liste. Voilà. Et en fait, il est tête de liste. Il est tête de liste. Mais on a vu des surprises. Oui. On a vu des arnaques. On a vu des arnaques où, je ne sais plus si vous vous en rappelez, un père et un fils étaient présentés sur la même liste. Le père, alors que c'est le père qui était la tête de liste, a démissionné pour faire élire son fils. Voilà. Et ça s'est passé quasiment à peine un mois après l'élection. Bref, en tout cas, il peut y avoir des surprises parce que le conseil municipal est souverain et donc les conseillers municipaux vont voter pour là où le candidat qu'ils vont estimer le plus à même de répondre ou en tout cas de remplir ses fonctions de maire à la Trinité. Et pour répondre quand même à cette personne sur la qualité de nos explications, évidemment qu'il y a une petite subjectivité. On apporte aussi ce que nous sommes, nos convictions et un certain nombre de principes qui nous appartiennent dans l'analyse que l'on peut faire des situations. Et on est en droit de dire, et en tout cas moi je me sens en qualité de politique, la capacité de dire que oui, quand une population à 80% vote contre un groupe politique, en l'occurrence contre le groupe En Marche, il apparaît surprenant qu'un élu qui représente quand même le peuple aille s'asseoir sur les bancs de ce groupe politique. Voilà, donc on a le droit de le dire. Et c'est pas faire des honneurs. C'est non seulement une réalité, mais c'est aussi un débat qui aujourd'hui est porté dans les rangs
des personnes qui l'ont élu. Donc je pense que ce que nous essayons de faire ici, ce n'est pas de déchouquer qui que ce soit ou de salir qui que ce soit, c'est de donner la capacité aux uns et aux autres, avec certes nos avis qui sont parfois différents, vous avez pu le remarquer, mais de décrypter peut-être un peu mieux, avec des arguments un peu différents peut-être de ce qu'on entend ailleurs, de décrypter l'actualité, la vie politique martiniquaise notamment. Merci beaucoup, Béa. Charles? Merci. 3 éléments. Premier élément, je suis, pour le téléspectateur qui t'a appelé et qui voulait insister pour participer à l'émission, je suis professeur d'histoire. Dois-je trahir ma conscience pour dire des choses différentes de celles que je constate dans les ouvrages? Je ne suis pas historien, je suis professeur d'histoire. Et ce que j'ai trouvé, je les ai trouvés dans des manuels, dans les ouvrages, sur Internet. Bon, je me suis documenté. Et puis, ma sensibilité, effectivement, elle s'exprime dans la mesure où mon père était syrien et que j'ai beaucoup d'amis palestiniens qui vivent les choses dans leur chair. D'ailleurs, j'ai une amie qui m'a répondu tout à l'heure pour me dire qu'elle ne pouvait pas venir discuter avec moi parce qu'elle vivait les choses tragiques en direct et que sa famille et elle-même vivaient en direct. Et ce sont des images qu'elle reçoit en direct en tant que palestinienne. Donc, que voulez-vous, monsieur, que je fasse? Que je trahisse ma conscience, que je trahisse ma profession, que je trahisse mon âme pour dire des choses que je constate et qui sont avérées par les vérités d'évidence banale. Et puis vous avez toujours le recours de la loi. Si j'ai menti, portez plainte. Et j'assumerai mes propos. Ça, c'est le premier élément. Mais je n'ai absolument rien contre le peuple israélien, que je considère comme étant victime du Hamas également. Ouais. Maintenant, il faut contextualiser. Ce que j'ai essayé de faire avec les chroniqueurs qui sont ici présents. Ça, c'est pour la première réponse. Concernant le maire de Trinité, moi, je suis un homme de gauche. J'ai des convictions de gauche, je défends les travailleurs, et j'ai une petite formule que d'aucuns trouveront un petit peu osée. Ce n'est pas parce qu'on a une Hyundai climatisée avec 2 maisons qu'on est riche. Et quand on va s'asseoir sur les bancs de la droite, eh bien, il faut qu'on sache pour qui on travaille. Imagine que tu sois un transporteur et que tu as un collègue transporteur qui vient te dire « Nous sommes des transporteurs, est-ce que nous pouvons travailler ensemble ?» Tu réponds « Oui ». Sauf que toi, tu as une 2 chevaux avec 4 places et que l'autre transporteur a un TGV avec 16 wagons qui prennent chacun 60 personnes. Vous êtes tous les deux des transporteurs. Il n'a pas menti. Mais est-ce que vous défendez les mêmes réalités, le même travail, les mêmes revenus et puis la même réalité sociale? Bon, non, absolument pas. Et être de droite, c'est, premièrement, la droite que je qualifie d'affairiste, c'est-à-dire que ce sont des gens qui font du business, qui font du travail, qui emploient effectivement, qui paient des cotisations, des charges sociales, patronales, et puis des impôts, et c'est très bien. Il y a aussi il y a la droite, alors la droite entrepreneuriale, il y a la droite affairiste, celle qui fait des magouilles. Bon. Il y a la droite identitaire, celle qui, comme Marine Le Pen, veut défendre. Et affairiste aussi. Identitaire et affairiste. Qui veut défendre la pureté de je ne sais trop quoi, le droit du sol ou le droit du sang, être né. Bon. Et puis, tu as aussi la droite conservatrice avec les mœurs d'antan, avec la défense du cléricalisme. Bon, je ne suis pas de cette sensibilité-là. Je suis d'une sensibilité progressiste. Je veux que les travailleurs aient de meilleures conditions de vie, de travail, d'épanouissement, qu'ils puissent se cultiver. Et puis, je souhaiterais aussi que les patrons que je respecte, parce que mon papa c'était un petit patron, eh bien, augmentent le salaire de leurs ouvriers de manière à ce qu'ils puissent travailler convenablement. Bon, voilà, c'est ça. Bon, je ne vais pas non plus trahir mes convictions. Et quand je dis que je suis surpris par ce choix-là, je dis bien que je respecte le choix. Je n'ai pas de souci avec la personne. Je respecte le choix parce qu'il doit être mu par des considérations que je ne maîtrise pas. Mais je répète encore une fois, c'est pas parce qu'on a une Hyundai climatisée et 2 maisons qu'on est riche. Michel, tu voulais faire une observation sur tout ça, non? Non, mais bon, alors concernant le premier sujet, c'est un sujet
par le conflit israélo-palestinien. Je n'ai pas dit israélo-Hamas. J'ai dit israélo-palestinien. Concernant ce conflit, il y a une certaine passion, une certaine véhémence dans les médias français, ok, donc, qui ont choisi leur camp. Bon. Ils ont choisi le camp du pays qui en opprime un autre. Ce sont des choses simples. Il y a un pays qui a décidé de s'installer à la place où se trouvait un autre peuple. Et ça, c'est ce que nous avons retracé depuis la déclaration de Balfour, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle. Okay? Parce que si on ne contextualise, comme disait Charles, si on ne contextualise pas cette affaire, on ne comprend pas les tenants et aboutissants et les oppositions. Et aussi, on n'est pas en mesure aussi de tracer des perspectives pour en sortir, parce que la question aujourd'hui, c'est de sortir et de construire la paix. Le problème, c'est de construire la paix. Et la construction de la paix, c'est de tenir compte des intérêts des deux peuples. Il y a deux peuples, et d'appliquer les résolutions de l'ONU, notamment la résolution 247. La résolution 247 qui dit qu'il faut construire deux États dans les frontières de 1967 et que le peuple palestinien doit vivre à côté du peuple israélien, et ce que ne fait pas Israël. Israël est en train de continuer à construire, à occuper les terres des Palestiniens, notamment en Cisjordanie, est en train de miter le territoire de la Cisjordanie, de façon à rendre impossible la construction d'un État ayant un seul tenant. Et d'autre part, il a décidé de détruire la bande de Gaza. Bon, ce sont des faits. Et M. Biden a amené 2 porte-avions nucléaires en Méditerranée pour appuyer la politique d'Israël. Ce n'est pas dit. Alors, c'est ça le contexte. C'est ça le contexte. Je voudrais, pour terminer, dire la chose suivante. Qu'on me pardonne, le peuple français a un contentieux avec le peuple juif. Le contentieux, il date du siècle dernier. Dreyfus. Et en particulier, il date aussi de la guerre où le maréchal Pétain a livré les Juifs à la barbarie nazie. Le peuple martiniquais n'a pas de contentieux. Les Martiniquais, nous n'avons pas de contentieux avec le peuple juif. Notre contentieux, c'est avec l'esclavage et la colonisation. Nous n'avons pas de contentieux avec le peuple juif. Par conséquent, le peuple français a mauvaise conscience. C'est ce qui s'exprime à travers les télévisions. Le peuple français a mauvaise conscience à l'égard du peuple juif. Mais le peuple martiniquais n'a pas de mauvaise conscience à l'égard du peuple juif. Notre conscience, c'est une conscience de coloniser et qui est de solidarité contre la colonisation. C'est ça. Bien. Je voudrais intervenir maintenant Oui. sur les 2 points, Oui. parce que ce sont des points importants. Sur le point des téléspectateurs qui voulaient intervenir à l'occasion, n'est-ce pas, du problème israélo-palestinien. Je crois qu'il faut prendre de la hauteur. Je veux dire par là qu'il ne faut pas confondre, n'est-ce pas, le Hamas avec les Palestiniens. Il ne faut pas confondre l'État, le gouvernement d'Israël avec le peuple juif. Il faut se rendre compte que ce sont 2 peuples qui souffrent et qui souffrent dans un affect très profond. Le peuple juif, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est dans le cadre de la Shoah, n'est-ce pas, cet événement catastrophique, n'est-ce pas. On a voulu les éliminer et dans l'acte qui a été commis, ils ressentent cela. Mais les Palestiniens eux-mêmes, c'est aussi l'élément catastrophe. C'est un mot. Mais Nakba, ça veut dire quoi? La catastrophe. Voilà. Donc ce sont 2 peuples qui souffrent énormément, dans ce contexte-là. Alors je pense qu'il faut bien distinguer
le peuple palestinien du Hamas. Il faut distinguer aussi le peuple juif du gouvernement israélien actuel. Je voulais simplement apporter cela pour mettre un peu d'éclairage dans le débat. Et il faut bien comprendre, c'est pas un sens ou l'autre. On est, d'ailleurs, tu t'étais mise en deuil la dernière fois. Effectivement, c'est un problème qui touche le concept d'humanité, de l'humain. Il semble que l'humain ait disparu et qu'on règle ses comptes, n'est-ce pas, à partir d'actes terroristes. C'est-à-dire, terroriste, je l'ai défini, le terrorisme. C'est-à-dire, n'est-ce pas, les victimes ne sont que des malheureuses femmes, des enfants et des civils sans armes, d'un côté comme de l'autre. Alors ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération pour objectiviser tout ce dossier qui est extrêmement difficile. Et je voudrais rajouter que de part et d'autre de cette frontière, les exactions qui sont perpétrées en ce moment, c'est le même sang rouge qui coule. Qu'il soit israélien, qu'il soit palestinien, c'est le même sang rouge qui coule. Tout à fait. Oui, bébé. Tout à fait. Juste pour rajouter, c'est vrai que je ne suis pas intervenue sur cette question. Pourtant, j'ai réellement une pensée, mais qui ne s'applique pas simplement au conflit. J'invite nos compatriotes à ne pas jouer le jeu aujourd'hui qui est joué par les pays de l'Occident, c'est-à-dire celui de la binarité. C'est vert ou c'est rouge, c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a plus de complexité. On est dans un... Et ça s'appelle... C'est un nom. C'est le populisme. D'accord ? C'est le populisme qui emmène aujourd'hui, notamment sur les chaînes mainstream, les gens à choisir obligatoirement un camp. Et ce n'est pas un camp humain, c'est un camp politique. En disant, on est pour Israël. D'ailleurs, il n'y a que deux choix. On est soit pour Israël, l'État, on est soit contre Israël, l'État. Nous disons humainement que ce qui se passe, parce que moi, je suis désolée, oui, en tant que femme de gauche, je m'attelle à défendre le plus faible. Et ce que je constate dans ce pays, c'est que les plus faibles, ce sont les Palestiniens. Rappelons encore un peu l'histoire. Donc, un peuple qui habite sur un territoire qui est sous protectorat anglais se retrouve, sans qu'on lui demande son avis, privé d'une partie de son territoire. Il accueille des frères sémites, gentiment, en ouvrant les bras, en lui montrant, n'oublions pas, il y avait beaucoup à l'époque de juifs d'origine du Nord, ce qu'on appelle les juifs ashkénazes, qui venaient habiter dans une région dite désertique de Moyen-Orient. N'avaient pas l'habitude, c'était des gens de l'Occident, de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, qui avaient été chassés, meurtris par la Shoah, qui n'avaient pas, c'était pas obligatoirement les fameux juifs séfarades, donc du nord de l'Afrique, c'était des occidentaux qui n'avaient pas l'habitude de vivre au Moyen-Orient. Ils ont été accueillis, on leur a montré l'art de vivre, les Palestiniens leur ont montré l'art de vivre sur ces territoires. Et tout d'un coup, les Anglais disent, eh ben, sachez qu'ils vont avoir un État. Au premier jour de cette déclaration, les Palestiniens ont dit, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas comme ça que ça doit se passer. On leur a dit, mais vous pouvez ne pas être d'accord. Vous n'avez pas d'État, d'accord ? Ce qui veut dire que de toute façon, la guerre a toujours été ce qu'on appelle une guerre asymétrique, puisque d'un côté, on refuse à un peuple d'avoir un État, et de l'autre côté, on déclare un État. Et ce qu'on appelle une guerre asymétrique, c'est une guerre qui se fait entre un État et un groupe qui n'a pas d'État. Donc les Palestiniens seront toujours considérés comme des groupes apatrides. D'accord ? Non, pas de patrie. Bon. Deuxièmement, pourquoi je suis pour les faibles ? Donc on nous dit, mais nous, c'est l'histoire de la colonisation. Eux, ils sont déportés sur leur propre territoire. Mais est-ce que l'on peut comprendre que dans nos chairs d'afro-descendants, on puisse ressentir les choses différemment ? Alors, où comprendre que manka ou un peuple, que yoka prend en côté, yoka menaya dans la moitié, le tiers de la Martinique, avec une vision politique. Il faut voir ce que c'est que cette vision politique. La vision politique, c'est de le réduire sur un territoire qui avait été colonisé, rappelons-le. À un moment, Gaza a été colonisé. Ils sont sortis sous la pression internationale. Les colons ont fini par sortir sous la pression internationale. Qu'est-ce qui a été dit ? Ok, blocus. Blocus, ça veut dire quoi ? On empêche toute entrée et sortie qui ne soit pas régulée. Donc si vous n'avez pas des papiers
si vous n'avez pas un peu d'argent, si vous ne justifiez pas d'une activité qui a dit que ou peut sortir de Gaza, le tiers de la Martinique, 2 millions de personnes, hein, ou peut pas sortir. On régule l'eau sur vous. Donc quand on a envie de faire couler l'eau au robinet, on vous la fait couler. Là, il n'y a pas envie, il n'y a pas main. On régule l'électricité. Là, il y a envie de mettre l'immédiat, il n'y a pas mettre. Là, il y a envie de couper, il n'y a pas couper. Et le plus grave, la bouffe, manger. L'État israélien a décidé de conditionner de façon très précise l'apport alimentaire. D'accord ? Comment on dit quand ils ont décidé de rationner les moulins. Rationner au point de dire nous allons leur donner un nombre de calories précis qui va les mettre juste au-dessus du seuil de malnutrition. OK ? Et vous voulez que on puisse ne pas ressentir une solidarité quant à ces gens-là, quand on sait que les nôtres ont été traités de façon aussi barbare, qu'on nous a rationné la bouffe, qu'on nous a fait poursuivre avec des chiens, mais nous avons obligatoirement une solidarité par rapport au peuple de ce monde qui souffre, qui s'appelle Palestine ou autre. Et nous sommes obligatoirement meurtris lorsque les peuples sont attaqués. Mais s'il faut que nous choisissions un camp, nous choisissons simplement le camp des plus faibles. Et les plus faibles, pour ceux qui me concernent aujourd'hui, sont ces pauvres Gazaouis qui sont 2 millions sur une petite bande de terre et dont on voudrait aujourd'hui qu'ils se jettent à la mer pour qu'ils disparaissent. On voudrait les génocider et on les génociderait. Et c'est une honte de la part de l'État français de dire que l'on apporte un soutien inconditionnel à l'État d'Israël. J'ai honte de cette position. Voilà. Juste un dernier mot. Où l'Occident passe, l'existence trépasse. Non, mais je précise mon propos. Hein. Il y avait des Amérindiens qui vivaient tranquillement. L'Occident a débarqué. Il y a eu 8 millions d'Amérindiens qui sont morts. Les Africains vivaient tranquillement. Il y a eu une colonisation, il y a eu des millions de morts, et puis une déportation de près de 10 millions d'Africains esclaves. Et là, la Grande-Bretagne a décidé, comme ça, arbitrairement, de créer un État pour ne pas faire en Écosse. Et voilà. Et ça donne, parce que, mais bien sûr, qui n'est pas, comment dire, solidaire de ce que le peuple juif vit avec cet attentat terroriste du Hamas. Mais bien sûr que nous sommes solidaires. Par contre, la contextualisation est nécessaire. Voilà. Bien. Alors, je voudrais rajouter juste un mot sur l'histoire de passation de pouvoir samedi à Trinité. Aux dernières élections municipales, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu, jamais remarqué. Quelqu'un qui a monté une liste, cette liste-là, donc avec peut-être une trentaine de personnes, je ne me rappelle pas du chiffre, c'est en fonction de la population que la liste, voilà. Et donc, cette liste arrive en tête. Et celui qui a conduit la liste n'est pas choisi comme maire. C'est-à-dire que quelqu'un dans la liste a monté son petit complot, sa petite manigance, et a fait voter pour lui. Et c'est tout à fait légal, et c'est cette personne-là qui a manigancé, qui s'est retrouvé maire, alors qu'il n'a jamais été tête de liste. Il y a plusieurs exemples comme ça. Je me souviens de HFCR, ça remonte à très loin. Effectivement, n'est-ce pas, la tête de liste, n'est-ce pas, n'a pas été élue. N'est-ce pas, c'est quelqu'un d'autre, le conseil municipal, qui s'est fait. Qui s'est retrouvé maire. C'est le droit, hein. Oui, c'est le droit. Alors, rien à en dire. Il faut prendre toutes ces précautions et savoir organiser sa campagne à l'intérieur et à l'extérieur et en étant vigilant. Voilà, parce que c'est l'éthique. Parce que le maire, sachant que le maire va démissionner les sénateurs, quelqu'un déjà peut avoir commencé à avancer ses pions, hein. Donc sûr. Samedi, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il semble que tu saches quelque chose. Je sais rien non, du mais non, tout. tu poses tellement de questions. Mais dis-moi, il a certainement son candidat ou ses candidats, le maire sortant. Peut-être une candidate. Ou bien,
Ah oui, mais j'englobe l'inclusion. Bon, oui, bien sûr. Bon, Mais mais c'est à je sais pas, dessein que je te dis bébé, ça. ça suffit. C'est à Mais dessein. t'as Je raison. sais rien. Non, Non. je sais rien. Mais il doit y avoir d'autres candidats. Moi, j'aimerais bien que ça je soit une sais. candidate. Hein Ouais. Oui, mais Moi, Ouais. j'aimerais bien que ça Ouais. soit une candidate. je ne connais pas la composition du conseil. Ok, mais moi j'avais été étonné par. C'est parce que tu m'as pas interrogé. Enfin, j'ai pas répondu sur le problème du François. Mais ce qui m'avait interpellé, c'est le fait que le candidat élu dise, n'est-ce pas, que ce qu'il a dit, c'est l'efficacité. Ok, alors que l'origine de l'élection, les causes de l'élection, c'est effectivement des électeurs de gauche. Ok, mais il a dit effectivement que c'est l'efficacité, mais qu'il est libre quand même de son vote. Ok. Voilà. Et moi j'ai trouvé, ça m'a interpellé. Donc, on va rester Dans le suspense. dans le suspense, ce qui va se passer samedi à Trinité, si Dieu veut, pour l'élection du nouveau maire ou de la nouvelle mairesse. Maire. Et oui, bien sûr. Maire. La- De la- la la- mairesse. la- aussi, il y a le- Mairesse, c'est mairesse. la femme du maire. Mais non, mais qu'est-ce qu'on dit? La mairesse ou la mère? La mère. Alors, Ah, Qu'est-ce qui a oui. décidé ça? Alors, ce qui est le plus revendiqué ici, c'est Non, mais Madame le maire. D'accord? C'est ce qu'on disait avant. La mairesse, c'est la femme du maire. Messieurs, je vous invite à regarder votre dictionnaire. C'est pas moi qui l'ai inventé. La mairesse, c'est la femme du maire. Donc, si vous voulez, vous dites Madame la maire ou Madame le maire. Attends, mais Ben dit quelque chose de très intéressant, mais qui va lui causer certains problèmes. Alors, attends, mais soyons clairs, on met tout au féminin ou on met pas tout au féminin? Effectivement, la tradition ancienne que je connais bien, s'adressant au maire à l'époque, si c'est une femme, on dit Madame le maire. Oui. Comme je disais, Oui. m'adressant au recteur, à la femme qui était recteur, Madame, j'oublie, je disais. Madame le procureur. Je me disais, mais procureur, il y a un à la fin, il n'y a pas de problème. Mais je lui disais, Madame la rectrice. Et elle m'a envoyé balader en me disant que ça avait une consonance quelque peu osée. OK? Ouais. Et elle voulait que je l'appelât Madame la recteur. Ouais. Alors, il n'y a pas de règle, effectivement. Tu peux dire Madame le maire, mais toi, ça Mais te. pas Mais la dis-moi, mairesse. toi, dans ta conviction, n'est-ce pas, de féministe bien engagée, tu supportes qu'on dise Madame le maire? Non, je supporte Pourquoi pas. tu laisses surtout au qu'on dise- un masculin je bébé? Je supporte surtout pas qu'on dise la mairesse. Pourquoi c'est le S, c'est ça. Non, la mairesse. Non, parce que ça n'a pas. Parce que Bon, ça j'arrête. n'existe Pardon, pas. pardon. Non, mais là, c'est parce que, à la rigueur, On va sincèrement, regarder dans les je fais pas. dictionnaires. C'est D'accord. juste que la Ok. mairesse, ça n'existe pas, contrairement à Il y a ce que de nouveaux Michel dictionnaires. a envie. On va regarder. Michel, ça n'existe pas. c'est On va tout. regarder C'est pas- dans- C'est la femme du maire, la On va mairesse. regarder dans Goulou Oui, je Goulou. vous y invite. hein. Michel, Non, ce que je voulais simplement dire, c'est que ce qui est d'un point de vue politique intéressant, c'est que le premier adjoint oui. de Trinité, De Trinité. c'est C'est Madame une femme. Patisra Tell. Madame Tell, oui. Voilà. Ah oui. Voilà. D'accord. Et qui est. Tu sais quelque chose, toi? Bon, il avoue. Et cette personne est conseillère territoriale, me semble-t-il, Ah dans, oui. dans le courant de l'Etchimi, À l'Alliance à l'Alliance. Elle a été, dans la précédente mandature, dans l'opposition à Marie-Jeanne. Et si mes souvenirs sont exacts, elle s'intéresse beaucoup aux questions, notamment de la pêche et aux questions aussi sportives. Hein. Bon. Et elle a pratiqué, sous Marie-Jeanne, une opposition, je dirais, intelligente. C'est-à-dire que elle participait aux commissions et elle faisait des apports intellectuels, des propositions dans les commissions auxquelles elle participait. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce Une que- femme intelligente. Donc, voilà ce que je voulais simplement dire. ok, Michel. Et c'est un pléonasme de dire ça, puisque toutes les femmes sont intelligentes. Naturellement. Par nature et par définition, J'aime- bébé. Ah, voilà. Ça va. Ça finit par porter ses fruits. Madame Tell est aujourd'hui présidente de la commission sectorielle des relations extérieures. Donc, elle est- Tu sembles savoir quelque chose aussi. toi. Non, non. Hein? C'est une dame que j'apprécie beaucoup Non, mais- et qui travaille énormément. Et, Oui, une voilà. personne qui travaille. Ouais. C'est Et une qui est là personne depuis travaille. longtemps, qui a Qui est là depuis accompagné. longtemps, qui fait son travail, qui a qui est accompagné- très éloquente et puis qui est pertinente dans ses analyses. Je te rejoins absolument. Tout à Et fait. qui a été très proche aussi de Louis-Joseph Manscourt. Et c'est une des rares, d'ailleurs, qui a été seconde sur la liste et qui est première adjointe. Parce que bien souvent, vous voyez tête de liste,
Deuxième, évidemment, la parité oblige à ce que le deuxième soit une femme. Et dans la plupart des cas, la femme qui est en deuxième position n'est pas la première adjointe, je vous le dis. Exact. Donc, voilà. Ok, ben voilà. En tout cas, moi, j'espère qu'on va pouvoir dire la semaine prochaine que nous saluons et que d'ailleurs, nous avons vu ton émission avec madame la maire ou le maire, suivant son choix. Pour ne pas t'énerver, on va dire la ville de Trinité est conduite par une femme ou par un homme. Ça va t'attirer comme ça? Pas du tout, non. Non. Bon, ok. Non, je veux pas de... Moi, on va chercher d'un goulou pour parler comme je ne suis pas une extrémiste sur ce côté-là. Alors, on va parler d'une attaque terroriste au lycée de Arras. Ce professeur qui a été enterré aujourd'hui. Terrible. Oui, c'est terrible. Mais oui, c'est terrible. Et là encore, c'est du terrorisme abject. Comment ne peut-on pas condamner? Moi, je ne vais pas m'attarder à savoir qui était le professeur. C'est un acte terroriste abject. Comment c'est un professeur de français. Professeur de français. Comment peut-on nous accuser de choisir quoi que ce soit? C'est un acte abject, condamnable, bien évidemment. Il a été tué parce qu'il dispensait du savoir. Vous imaginez un petit peu le degré d'obscurantisme de cette personne-là? Vous tuez quelqu'un parce qu'il dispense du savoir. Il a choisi de savoir alors que vous avez choisi de croire, et de croire de la plus mauvaise manière, en essayant de museler ceux qui essaient de dispenser le savoir. Ouais. Et je poursuis pour dire, puisque c'est moi qui ai pris la parole un petit peu brutalement, pardonnez-moi, que c'est un acte illégitime et cruel, bien évidemment, mais l'acteur, celui qui l'a fait, il est dans un esprit de prédication, de provocation et d'humiliation, parce que là encore, il est fiché S, mais là encore, il est dans une démarche psychologique qui se réfère au divin. Et comment rationaliser avec lui? C'est ça la grosse difficulté. C'est toujours la même question. Comment peut-on faire pour débattre raisonnablement avec des personnes qui se réfèrent au divin? Mon divin à moi, il existe. Mais mon divin à moi, je l'ai avec moi quand je suis à la messe ou quand je suis dans ma chambre, à me référer à lui. Mais il y a des personnes qui veulent absolument exporter et, j'ai envie de dire, convaincre les autres de leur bonne foi et de la pertinence de leur position par rapport à leur relation avec Dieu. Mais ça suffit quand même. Mais ça suffit. Votre Dieu vous appartient, gardez-le. Et alors, moi, j'ai le mien. Alors, je voudrais justement, parce que la manière dont tu dis ça, qu'on puisse expliquer ce que c'est que la laïcité. Ce mot-là, je l'ai entendu au moins 100 fois pendant la semaine. J'ai écouté un professeur sur CNews ce matin ou hier qui disait il faut qu'on explique aux gens ce que ça veut dire parce qu'il y a des professeurs, eux-mêmes, lorsqu'on leur pose la question, ils ne sont pas très à l'aise pour répondre. Donc moi, je me suis dit ce serait peut-être l'occasion d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est que la laïcité. Tu n'es pas d'accord, Michel? Oui, bien sûr. Alors, oui, c'est important. Pouvoir définir ce qu'est la laïcité. Bon. J'ai essayé de savoir ce qu'était l'antonyme l'antinome de la laïcité. Tu peux expliquer ce que c'est qu'un antinome, s'il te plaît? Le contraire de la laïcité. Et j'ai découvert que le contraire de la laïcité, c'est pas ce que je pensais. Et il y a deux notions qu'il faut avancer à partir de là. J'ai découvert que, si tu veux, un concept que je ne connaissais pas, c'était le césaropopulisme. C'est-à-dire, le césaropopulisme, c'est la volonté du pouvoir politique de gérer le religieux. Donc le politique est au-dessus du religieux. Okay. Et puis, tu as l'autre versant, c'est la théocratie. C'est-à-dire que c'est le religieux qui gouverne. Alors, il y a deux aspects. Je ne vais pas entrer dans le détail dans la théocratie. OK. Alors, OK. Et la laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité face à la religion. OK. Alors, si tu veux, la laïcité, on peut la faire remonter à très loin. Mais la loi de base, c'est la loi du 9 décembre 1905, n'est-ce pas? Qui, effectivement, organise la laïcité. L'État est neutre par rapport aux religions. Okay? Et chacun a la liberté, n'est-ce pas, du culte. Et ce concept, il y a d'autres textes,
Mais ça, c'est le concept important. Alors, comme l'État ne doit pas intervenir dans le financement d'une religion ou d'un culte, ok? C'est là le fond, c'est la neutralité de l'État face à la religion, ok? Très bien. Michel? Oui, alors j'ai cherché un peu à plusieurs définitions. Bon, j'ai trouvé une définition très courte. La laïcité repose sur 3 principes. Oui, d'accord. Oui. La liberté de conscience, Oui, tout à fait. et celle de manifester ses convictions dans les limites de l'ordre public. Dans les limites de l'ordre public. Autrement dit, il y a la liberté de conscience, mais pas vous mettez en kippa. Prenez ou bien notre voilà. exemple. Voilà, merci. Bon. Mais oui. Oui, Alors, il y a- tu as Attends, je deux poursuis. textes. Tu as Voilà. deux- La, oui, vas-y. la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Et troisièmement, l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conscience. Alors, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Tout à fait. Bien sûr. Liberté de conscience. OK? Bon, pour terminer ce petit rappel, effectivement, c'est 1905, c'est Jean Jaurès, un des autres principaux artisans de cette construction en France, c'est Jean Jaurès. Et j'ajouterai que nous avons mis notre pierre, nous, Martiniquais, que l'instruction laïque, gratuite et obligatoire au XIXe siècle, en 1985, 82-86, oui. c'est le Conseil général de la Martinique, avant même la France, qui a instauré l'instruction laïque et obligatoire en Martinique. Voilà. Et attends, il a raison. C'est la date, effectivement, à l'époque de la création de l'école préparatoire de droit. De droit. OK, une école, effectivement, laïque et avec les conseillers généraux de Et l'époque. on ne disait pas l'éducation nationale, on disait l'instruction. 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 Ok. Donc, parce que c'était les descendants de 1848. Alors, juste 4 principes, en fait. 4 principes. Neutralité de l'État. D'accord? Donc, l'État n'a pas vocation premier principe. à faire des différences entre les différents cultes. Et surtout, la religion n'a pas d'influence sur les décisions qui peuvent être prises par l'État. Bon. Ça, c'est... Donc, l'État français est, normalement, par vocation, laïque. Deuxième chose, séparation donc des institutions religieuses et de l'État. Donc, on parle aussi, dans ces cas-là, du financement public. C'est pour ça que c'est un peu... c'est pour ça qu'on a un petit problème avec la laïcité. Là, je vous ai cité 2 choses, mais dans la pratique, on voit bien que ce n'est pas toujours très clair. La liberté de conscience et de religion. Donc, c'est ce que les camarades ont dit. On a le droit de croire en ce qu'on veut. Et puis, ça a été rajouté, ça date des années 2000, la laïcité à l'école. On a rajouté le fait qu'il n'y ait pas que, l'éducation ne pouvait avoir un caractère religieux. Donc, on ne peut apprendre à l'école laïque publique française, pas dans des établissements privés. Si vous êtes dans un établissement confessionnel, vous faites ce que vous voulez. Enfin, à partir du moment où il suit le programme, enfin bref, qu'importe. La laïcité donc est importante dans le système éducatif français. Les écoles sont publiques, les écoles publiques sont laïques, et donc ça signifie également, et ça a été rajouté, que les signes religieux ostensibles sont interdits dans les établissements scolaires publics. Tout à fait. Voilà. C'est la loi de 2016. Alors, en gros, et là où c'est un peu antinomique, c'est que l'esprit de 1905 disait, vous voyez une personne habillée avec une soutane et un petit col blanc dans la rue, ce n'est pas un père, c'est une personne. C'est une femme avec une couverture, un col, c'est pas en masset, c'est une personne. On demandait, c'est ce que, en fait, l'État devait avoir vocation à traiter, en tout cas ne pas faire, l'habit ne faisait pas le moine. C'est ce que c'est aussi ça la laïcité, c'est de ne pas considérer, et c'est là où il y a des difficultés en France, c'est de ne pas considérer un certain nombre de choses comme étant relatives à la religion.
Et donc la complexité en France, c'est que c'est à géométrie variable. Oui, là. Un mot pour compléter, je Oui. n'ai absolument rien à redire de ce qui a été dit. Un mot pour compléter, cela cause une difficulté depuis 1905. Il y a 47 000 églises en France. Sauf que quand la loi de 1905 a été votée, il n'y avait pas encore de communauté musulmane. Et quand il y a eu séparation de l'Église et de l'État, il n'y a pas possibilité pour l'État de financer les lieux de culte, que ce soit les mosquées ou les synagogues. Donc, avec 10% de population d'origine maghrébine, et donc l'impossibilité pour eux de prier, puisque n'ayant pas de lieu de culte, alors que les lieux de culte remontaient à très loin, puisque la France était fille de l'Église et que le roi de France était un roi très chrétien. Donc, on a 47 000 églises. En Martinique, j'ai regardé, 42 000 églises en France, et en Martinique, on a 47 églises pour 34 communes. Donc, pour dire que les chrétiens n'ont pas de souci pour trouver un lieu de culte, les musulmans et les juifs, oui. Et comme l'État ne peut pas subventionner de lieux de culte à cause de cette fameuse loi de séparation entre l'État et l'Église, eh bien, ça donne des spectacles qu'on voit, notamment des personnes qui prient dans la rue. Je voudrais faire deux remarques. La première remarque, c'est que, très loin, la neutralité ne peut pas exister. Pourquoi? Entre les religions. Pour deux raisons. La première raison, madame, la religion musulmane, c'est une religion de pratique et de pratique extérieure. C'est l'habit, c'est la nourriture, c'est la prière, ok, d'accord. Tandis que la religion catholique, c'est une religion de conscience. Elle est beaucoup plus renfermée. Donc, il est évident qu'il y a une difficulté au niveau philosophique de rester dans la neutralité, d'abord à cause des pratiques extérieures. Et puis, il y a une deuxième difficulté, il faut quand même. La neutralité peut exister alors que toute notre culture, notre civilisation est fondée sur la religion catholique, le calendrier, c'est pas là? Ok. Donc il y a un tas de manifestations. Les jours fériés. Les jours fériés, c'est exactement ça. Alors ce sont les observations que je voulais faire simplement. Dernière observation, c'est qu'il y a un débat nouveau auquel j'ai participé d'ailleurs à la Fête de l'Humanité. C'est Clémentine Autain qui disait que l'extrême droite s'est emparée de la laïcité pour en faire un élément de l'identité, un élément identitaire, de façon à expulser les musulmans de l'identité française. Donc, dans l'acception actuelle de certains courants politiques, c'est d'utiliser le terme de laïcité pour exclure. Tout à fait. Ok. Alors, très rapidement, quelque chose que j'ai trouvé, je moi. ne me suis pas exprimé sur le lycée d'Arras. Non, mais on y retourne. Ah bon, ok, d'accord. Oui. Excusez-moi. Alors, la laïcité garantit la liberté de conscience. De celle-ci découle la liberté de manifester ses croyances ou convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La laïcité implique la neutralité de l'État et impose l'égalité de tous devant la loi sans distinction de religion ou conviction. La laïcité n'est pas une opinion parmi d'autres, mais la liberté d'en avoir une. Donc j'espère qu'on a un petit peu éclairé les gens avec tout ça, Oui, parce que j'ai pense. tellement entendu ça pendant une semaine, la laïcité, oui. Oui, c'est la neutralité, c'est ça. simple et clair. L'État n'a pas à intervenir et la religion ne doit pas intervenir sur les actes publics. Oui, alors sur le lycée, l'attaque terroriste. Oui, ça, ce sont des problèmes extrêmement graves et qui vont certainement se multiplier. Ces attentats épouvantables, Il semblerait que la France fasse partie des pays le plus exposés. Je pense que oui, c'est exact. Mais alors, on dit ça. Mais que faire pour essayer d'éviter? Parce que c'est bien de décrire, c'est atroce, etc. Alors, effectivement, le problème est délicat. Parce que dans la situation que nous connaissons, il peut y avoir plusieurs hypothèses d'actes terroristes. C'est l'acte organisé
coordonné. Bon, c'est aussi, à l'extrême inverse, le loup solitaire, qui, à partir d'éléments entendus, décide brutalement, n'est-ce pas, de tuer, de passer à l'acte. Alors, que faire? Alors, la démocratie, devant ces problèmes, a le ventre mou, parce qu'il aurait fallu, à partir des fiches, intervenir et prévoir de les empêcher de. Ok, mais pour que la justice puisse intervenir, il faut que l'acte ait été commis. Alors, que faire? Alors, bien sûr, le fichage est absolument nécessaire, fichier S. La formation aussi est absolument nécessaire. Mais il y a aussi. Est-ce qu'il faut les renvoyer chez eux, les fichiers S? Se pose aussi le problème de l'immigration aussi. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour voir. Mais je ne pense pas que. On va passer par une période de crise, hein. Vu le débat qui ne cesse de prendre de l'ampleur israélo-palestinien, je pense qu'on aura d'autres types d'attentats, malheureusement. Mais seulement on est en état de faiblesse, là, à mon avis. Après ça, après Samuel Paty, 3 ans plus tard, on se retrouve comme ça devant un drame. Moi, je me demande, et j'entends Macron, le président de la République française, M. Emmanuel Macron, son discours, ce qu'il dit. Ce soir, ce monsieur est dans un caveau. Ses filles ne vont plus le voir, sa femme ne va plus le voir. Qu'est-ce que l'État a essayé de mettre en place? C'est Macron qui était déjà là pour Samuel Paty. Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire de manière concrète pour empêcher que ça se reproduise? C'est ça le problème aussi. Il ne s'agit pas de parler, pour prendre des mesures. Vas-y, Michel. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Nous sommes en face. Nous avons parlé de laïcité, nous avons parlé de croyance. Bon. Nous sommes face à un courant politique qui s'appelle l'islamisme radical. Alors, c'est l'occasion pour moi, on parlait tout à l'heure de ne pas faire de confusion. Il ne faut pas confondre l'islam et l'islamisme radical. OK. Bon. Mais on peut peut-être mettre des choses en place pour que les gens ne rentrent pas dans le sanctuaire qu'est l'école pour tuer des professeurs. Attends. Mais le problème, c'est de savoir ce que le type a dans la tête. Tu sais ce qu'il y a. Bon. Tu as inventé un système. Bon. Alors, le problème. Alors, d'abord, je dois dire qu'il faut condamner ce type d'action. OK? Bon. Qui a fait ça? Pour le moment, en l'état actuel des connaissances de l'enquête, il semble plutôt qu'on s'oriente vers la thèse du loup solitaire et non pas qu'il y ait de lien avec l'actuel conflit israélo-palestinien. Alors à ce moment-là, c'est la famille solitaire, hein, parce que les deux autres frères sont dedans. Oui, mais enfin, bon. Et quelqu'un qui se réclame de l'État islamique. Oui. Bon. Et c'est un originaire d'une république du Caucase, russe, l'Ingouchi. Bon. Autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui est originaire du Moyen-Orient, etc. Non, mais c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que l'on dit dans les médias. OK? Est-ce que le président de la République française doit faire attention à ce qu'il dit? Et son ministre de l'Intérieur aussi. Parce que, on le sait, chaque fois qu'il y a des incidents de ce genre, on essaie de prendre des mesures, des lois, sous l'empire de l'émotion. Il n'y a rien de pire dans un pays, comme, notamment démocratique, que de prendre des lois sous le coup de l'émotion. Alors on fait un sondage, les télévisions dont tu parles, mais 85% des Français sont inquiets. Et on prend une loi pour pouvoir ramasser les voix. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Tu parles de loi. Moi, je vais laisser la parole au chroniqueur, mais j'ai entendu aussi que depuis l'âge de 13 ans, il avait commencé à faire des choses pas très claires. On ne pouvait pas le renvoyer parce qu'il y a une loi qui interdisait qu'on le renvoie. Ben oui. Bon, donc, en tout cas, il faut... Voilà. En tout cas, M. Darmanin dit qu'il va modifier sa loi. Bon, on va voir. Est-ce qu'on pourra l'appliquer surtout? Ce n'est pas faire des lois pour faire des lois. Ouais. Oui, bébé. J'abonde dans tout ce que les camarades ont dit. Il
faut savoir faire la différence. On a affaire à un acte terroriste horrible qui est dit à portée Religieuse. pas même organisé, un groupement organisé. La réalité, c'est quoi? Et Michel l'a bien dit. Nous sommes face, c'est vrai, à quand même une dérive qui s'appelle l'extrémisme islamique, politique, armé, d'accord, qui est une plaie, et dans laquelle on confond tout, et dans laquelle on est amené à tout confondre. C'est pour ça, tout à l'heure, que je disais, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir. Il faut réapprendre à regarder le gris, d'accord? Tous les musulmans ne sont pas des islamistes radicaux. Vous imaginez, il y en a plus de 2 millions en France. Mais la France serait à feu et à sang s'ils étaient tous des radicaux. Il faut arrêter. Je crois qu'il y en a 6 millions. 6 millions en plus. Ah ben voilà, tu vois, je pensais qu'on était à 2 millions, on est à 6 millions. Donc s'il y avait 6 millions de personnes radicalisées, je peux vous assurer que les Français de France de l'Hexagone seraient quand même un peu mal. OK? Bon, donc il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses également, d'ailleurs, dans ce qui se passe sur le conflit israélo-palestinien. Et la semaine dernière, on a expliqué. Il y a cette branche du Hamas, et je l'ai dit, qui aujourd'hui donne un caractère religieux au combat. Et il y avait un monsieur qu'on appelait Yasser Arafat, Voilà. d'accord, qui avait, lui, une vision politique Laïque. et laïque. Ouais. OK? Politique et laïque. Mais ce qui Et se donc, passe en là, donnant- ça n'a rien à voir en- avec l'histoire d'Israël. Hein. Non, mais c'est parce que c'est ce qui va se dire partout, qu'il y a une exportation du conflit, et on le voit. Alors, attendez, on a aujourd'hui sur l'attaque terroriste du lycée d'Arras, et depuis quelques jours, le Front National, qui devient, comme le dit Michel, le grand défenseur de la laïcité, le grand défenseur d'Israël, un parti créé par des antisémites. Notoire. Mais qui blague nous y est là? C'est pour ça qu'on dit, ici c'est ce qu'on essaye de ne pas faire, de ne pas être dans la binarité. C'est pas rouge ou vert. Il y a des moments où c'est violet, il y a des moments où c'est un peu écarlate, il y a des moments où c'est bordeaux. Mais il n'y a pas seulement deux visions. Il y a des choses qu'il faut analyser, et nous on essaye de les analyser sous différents angles. Philippe est là, il les analyse parfois sur le côté juridique, Michel aussi sur le côté économique, moi également, Charles nous apporte des lumières sur le côté historique, mais c'est ce qui nous enrichit. Messieurs et dames, enrichissons-nous, ne soyez pas binaires. Alors, je sais pas ce que tu entends dans le binaire. Moi, ce que binaire, je vois... Oui, c'est un rond, une flèche. Manichéen. Oui, manichéen. Non, mais Manichéen. moi, ce que je comprends dans ça, c'est que ce monsieur-là, pour moi, c'est, on va dire, un vagabond. Je ne lis pas ça à l'histoire du Hamas, à ce qui se passe en Ah non, Israël. D'accord, Attends. pardon. Si on ramène tout à ça, on va trouver... À 13 ans, ce bonhomme-là faisait des choses bizarres. Il est fiché S. Son grand frère est en prison et lui apprend le maniement du couteau. C'est ce que je retiens. Et il a utilisé le couteau pour entrer dans une école et tuer un professeur, blesser 2 autres. Oui. Donc moi, je me demande, dans ce cas-là, il est fiché S, pourquoi on ne le renvoie pas chez lui? Parce que pour l'instant, Même la si- réglementation ne le permet Même pas. s'il était martiniquais ou même s'il était le plus blanc des blancs en France, je parle pas d'histoire de... La loi ne le permet pas. Mais voilà. La loi ne le permet permet pas, et la loi ne le permet pas, et en fait, on a le droit de mal penser. On a le droit. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui ont le droit d'être, dans leur pensée, xénophobes. Ils ont même le droit d'être racistes. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'agir comme tel, et ils n'ont pas le droit de le dire, par exemple. Attends. D'accord? Non, mais c'est important de le dire. Non, mais, C'est-à-dire qu'il c'est y a quoi un beaucoup de fichier S? personnes C'est quoi un radicalisées, fichier dont S? on dit qu'elles sont radicalisées, mais sur lesquelles on ne peut pas agir tant qu'elles n'ont pas agi elles-mêmes. Mais il a agi. Bon, bref. Ah, Alors, Michel. Non, mais Voilà. pour être fiché S, il faut avoir un comportement, des propos qui peuvent amener que vous êtes dans un processus de radicalisation. Ou Ça déjà ne veut pas dire que radicalisé. vous avez fait des actes. Autrement dit, bon, mais ce monsieur a regardé des vidéos de l'État islamique où
on est en train de décapiter des gens en Syrie. Bon, on a accès à son portable, on sait qu'il a fait ça. Eh bien, la DGSI, la Direction Générale, ce qu'on appelait auparavant les renseignements généraux, ok, monsieur un tel regarde ce type de truc et il est en train de... Mais est-ce que ça suffit pour aller l'arrêter, pour l'expulser? C'est ça le problème. Ok. Bon, Mais, alors, ce que l'on veut faire à l'heure actuelle avec M. Darmanin, et c'est un problème extrêmement complexe, c'est qu'on veut franchir un pas. On veut prendre des mesures préventives, c'est-à-dire faire ce que la France reproche à certains États. On reproche ça, par exemple, à la Russie, tiens. Bon. Allez. Mais oui, non. Philippe Vinta. Oui. Mais c'est beaucoup. Non, mais les donneurs de leçons de droits de l'homme, les grands donneurs de leçons de droits de l'homme, les Bernard, Henri Lévy et autres, en France, ok? Les médecins du monde, hein? Le maire de Béziers, Ménard, Robert Ménard, c'est ça qu'ils veulent faire. Ce sont des associations qui l'ont empêché de partir lorsqu'il avait 13 ans. Ce sont des associations qui se sont regroupées pour l'empêcher. En tout cas, le problème n'est pas simple. Alors, en plus, ça se passe en Belgique aussi. Hein. Bon. Non, mais par contre, Mano, il faut que tu fasses gaffe à ne pas trop regarder ces news. Hein. Mais c'est pas une question de CNews. Je n'ai pas besoin de CNews pour comprendre quelque chose. En Belgique, il y a eu on a assassiné des gens parce qu'ils sont suédois. Parce qu'en Suède, on s'est livré à des autodafés du Coran. Du Coran, oui. Du Coran. Bon. Alors, Oui, Philippe. c'est un problème très, très, très délicat, celui-là. Ça, c'est l'exemple où véritablement on est dans l'incapacité de faire. Parce que ce monsieur, il était fiché S, et je crois qu'il avait été entendu par la sûreté la veille, ok, et le lendemain, il commet l'acte. Il y a là, alors je disais tout à l'heure que face à de tels événements, la démocratie a le ventre mou. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut aller plus loin, mais est-ce qu'on peut aller plus loin? Le contexte humain est tellement bizarre. Est-ce que l'on peut savoir s'il est prêt à? La veille, on l'a vu. Et je ne sais pas, ce ne sont pas des psychiatres qui l'ont vu. Bien. Mais je dis que là, il y a une difficulté, et peut-être qu'il faudrait inventer effectivement l'infraction in futurum, ou les sanctions in futurum, ou les mesures conservatoires in futurum. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Mais on va se retrouver devant, c'est pas vous, il faudra en parler, le texte sur l'immigration. Il y a un élément là quand même qu'il faut examiner. Alors je sais que nous, de gauche, on a une certaine vision des choses, mais face à la réalité de ce qui se passe actuellement, il faut vraiment se pencher sur la question. Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas qu'elle soit naïve. C'est le renforcement de la DGSI. Les moyens. C'est le renforcement des moyens, Oui, les moyens. du service de prévention. Alors, ce que dit Darmanin est vrai. Il dit, on parle de ce qui est extérieur, que l'on voit, mais il dit il y a des quantités d'attentats qui sont déjoués. Qui sont évités. Oui. Déjoué, oui. Qui sont évités. Bon, il y a combien de fichiers S? Il y en a à peu près 450. Il y a plus que ça, Michel. Ah, c'est par milliers. Ouais, Non, c'est par Michel, milliers. c'est par milliers. Ah ouais. Ah oui, oui. Alors, Pour ne pas- 30 000. Pour ne pas être redondant, à propos de la Direction générale de la sécurité intérieure, il y a bien évidemment les fichiers S, mais il y a des risques de guerre bactériologique. Il y a des risques. Alors, il y a ce qu'on appelle la cyberattaque tout le temps. Tout le temps. La CTM a été l'objet de cyberattaque. C'est une nouvelle guerre. C'est une guerre qu'on qualifie de non conventionnelle, asymétrique parce qu'elle provient d'un ennemi qui est parfois Hybride. non identifié, hybride parce qu'elle peut frapper de plusieurs sortes. Il y a des guérillas, il y a des armes chimiques. Enfin, je ne veux pas donner de mauvaises idées, donc je ne vais pas dire, mais pour faire mal à une population, il y a des points névralgiques qui ne sont parfois pas sauvés. Et ce monsieur-là, avec son couteau, eh bien, c'est l'un des aspects, parce que la Direction générale de la sécurité intérieure, elle déjoue beaucoup de choses, mais on ne le sait pas. Ils ne parlent pas, ils ne communiquent pas dessus, parce que c'est leur boulot et que, comme moi-même, je prépare les élèves au bac, eh bien, eux, ils assurent notre sécurité. Mais il y a des choses qui se font avec des personnes malveillantes qui essaient de commettre des actes abominables.
Et Il vaut mieux ne pas dire pour ne pas inciter. oui, et je ne dis pas pour ne pas inciter. Alors toi qui es prof dans un lycée à Fort-de-France, est-ce que ce ne serait pas une sécurité supplémentaire de ne pas laisser n'importe qui entrer dans le lycée? Non, mais le lycée, il est fermé. Il faut montrer carte blanche. Ah oui, il faut montrer Il a carte blanche. sauté la barrière, je crois. Je ne crois pas. Il est entré, Il y avait il a utilisé un moment d'inattention. Bon, enfin, ça arrive. Oui, les lycées sont... Bon, alors Normalement, maintenant, ils sont il y a fermés, une très grande enceinte. La personne qui veut rentrer au lycée rentrera. Hein. Il y a une très très grande enceinte. Bien sûr. Les personnes qui veulent rentrer au lycée, vous savez, là encore, je ne veux donner d'idées à personne, mais une arme peut se retrouver dans le lycée, on la lance, et voilà. Mais on arrive à envoyer les armes à la prison. mais non, mais c'est ça. Donc, Ouais, par contre, nous C'est pas un exemple à donner. nous avons des comment dire, nous sommes accompagnés par le rectorat, par la direction, et nous avons des entraînements de sécurité qui Dans nous ces demandent cas-là. d'avoir des comportements. Quand il y a une alarme, quand il y a une alerte, eh bien, les élèves et les professeurs sont tenus de réagir d'une certaine manière, et donc que je ne dévoilerai pas, mais pour mettre les élèves à l'abri, avec possibilité, avec les téléphones, de dire ce qu'il se passe, de manière à alerter les autorités, pour que... Non, on n'est pas démunis, mais à la naissance, on a... Oui, mais bien Non, sûr. mais en fait, le truc, c'est que les mesures de sécurité peuvent être contre-productives. On a vu aux États-Unis, notamment dans des établissements privés, qu'ils avaient développé, pour lutter évidemment, parce que la vente d'armes est beaucoup plus ouverte, qu'ils avaient développé par exemple des portes de sécurité que l'on pouvait actionner pour des espèces de portes blindées. Bon, sauf que quand le tireur il est dans la classe. Alors Quand le tireur il est dans la classe. Oui. Mais bien Voilà. sûr. Alors, les autres classes ont la possibilité Il n'y a pas de risque s'enfermer. zéro de toute façon. En fait, Zéro c'est ça, n'existe Mano. Il n'y a pas de risque zéro. C'est ce zéro. qu'il faut dire aux gens. Il n'y a pas de risque zéro. Et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas mettre une personne derrière chaque. Pour autant, oui, je suis d'accord avec toi. Pour ce qui me concerne, je suis d'accord. À partir du moment où on voit 1, 2, 3 sur 6 personnes dans une famille, qu'il y en a 4, 5 qui sont radicalisés, il y a peut-être des mesures différentes à Chaper. prendre. Non, mais il faut que nous commençons. Mais oui. Mais non, mais il y a peut-être là des mesures réglementaires nouvelles à prendre Voilà. qui doivent pouvoir s'adapter aux nouvelles situations que l'on voit sur le territoire. Parce qu'en toute sincérité, alors, uni des chats de Cavigny dans le jardin, tous les jours, qu'à manger, qu'à chier, qu'à machin, nanana. Au bout d'un moment, tu cherches des solutions pour les faire sortir. Je ne dis pas que tu les élimines, mais tu prends un chien. Non, tu mais vois ce que je veux dire? Tu commences à trouver... Faut pas leur donner. Faut pas leur donner Non, une saucisse. Moi, je fais pas ça. Je n'aime pas tuer les animaux. Vous allez vous faire critiquer, non, là. mais je vous dis... Non, Oh là là. Mais non, tu sais pourquoi... Non, Oui, vous oui. voulez pourquoi je vous dis ça? Je vous attends pour la En loi sur l'immigration, 1998, là. en 1998, pour la Coupe du Monde, j'étais malheureusement, je Ouais. bossais à Londres. Et j'étais avec une copine dans un superbe appart. Vraiment, l'appart était génial. On avait un superbe appart à Londres. Malheureusement, il y avait, mais une tribu, c'est pas des petits chats, c'est une tribu chatte. Et ils sont arrivés comme ça quasiment du jour au lendemain. Mais une vingtaine de chats. Et entre les miaulements, entre les odeurs, je vous assure, c'était terrible. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Alors qu'on n'était pas du tout prête à ça. Qu'est-ce que On vous a avez acheté fait? un chien. Ah oui, On a d'accord. acheté un chien. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'on n'était pas prête à avoir un animal à Et la si maison. on va faire camarade et puis c'est- Non, il n'a pas fait camarade. Il a pas voulu faire camarade parce que c'était son repas qu'on venait manger. Vous l'aviez dressé, Mais ce vous. que je veux dire, et parce qu'on ne doit pas traiter les gens comme des animaux, Mais oui, mais oui. je blaguais un peu, mais Non, mais on ne doit pas traiter les gens comme des animaux. Oui, l'exemple est mauvais. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis Ouais, bien que sûr. pour Oh là revenir là. à des choses sérieuses, Mais oui. il faut peut-être aujourd'hui une législation qui prenne réellement au sérieux la situation nouvelle, parce que les gens, malgré tout, et on le voit par contre dans les sondages, l'une des préoccupations majeures des gens, c'est quand même la sécurité. Et la liberté, la sécurité fait Oui, partie. mais on risque d'être devancé par les partis d'extrême droite, tout à fait. n'est-ce pas? Puisque Tout à nous fait, disons tout à ça, fait, tout à nous voyons une réalité, et il faut effectivement... Nous, on est objectifs. Et Alors, il faudra le retenir pour à le fait. prochain débat. Je voudrais Tout à fait. demander à Charles, Oui. j'ai aussi entendu et vu, et pas sur CNews, bébé, les professeurs qui se retiennent de parler de tel ou tel sujet parce qu'ils ont peur. Je ne pense pas que chez nous en Martinique, on en est là. Encore une fois, on Mais contextualise. en France,
C'est Encore terrible, c'est un encore professeur une qui ne fois, fait pas son monsieur. cours normalement parce qu'il a peur. Encore une fois, on contextualise. En Martinique, nous n'avons pas ces problèmes. En Martinique, nos élèves sont plutôt, qu'on va qualifier de convenables. Ils n'ont pas Enfin, c'est surtout que la moitié pas qu'à suivre la religion encore. Voilà, Les trois quarts, on n'a pas de y a plus- Par contre, en France, oui. En France, vous n'allez pas prendre un Charlie Hebdo avec toutes leurs provocations et puis en EMC, en éducation morale et civique, proposer une caricature de Charlie Hebdo pour en discuter librement avec les élèves. En Martinique, moi je le fais et régulièrement. Parce que Charlie Hebdo, pour le coup, comme ils sont... Puisque, bon, il n'est pas c'est de la satire, il n'est pas interdit de discuter de documents satiriques, il n'est pas interdit de blasphémer. Pas interdit de blasphémer, la loi l'autorise. elle n'interdit pas le blasphème. Elle n'interdit pas. Elle n'interdit pas le blasphème. Donc tout ce que la loi Le autorise blasphème, peut c'est être, religieux. tout ce que la loi autorise peut être fait en Martinique. Ne vous avisez pas à le faire dans un département chaud en France. Ah non, mais c'est ça. En Ce fait, que on la loi a n'interdit pas. aussi, il faut le dire. Il n'est pas interdit d'être intelligent quand même. Hein. D'être Non, mais intelligent. Il n'est pas interdit. Non, mais, Eh bien, c'est dommage. C'est dommage que ce soit Ouais. interdit. non, parce Ouais. que C'est vraiment dommage. D'être bête, Alors écoutez Michel. de ne pas je l'être. vais dire quelque chose qui va Oui. choquer. Je vais dire quelque chose qui va choquer. Aussi. Ça fait 2 fois. Oui, Il est il ne faut pas considérer que ce qui fait rire un peuple fait rire un autre peuple. C'est ce qu'a expliqué d'ailleurs lors de l'affaire de Charlie Hebdo. Harakiri Hebdo. Beaucoup de professeurs, notamment du Sénégal, le Sénégal qui est un pays musulman, mais un pays musulman soft, je me rappelle le nom de ce professeur, il a expliqué que l'humour, ce qui fait rire à Paris un lecteur de Harakiri Hebdo ne fait pas rire un Sénégalais. Obligatoire. Vous comprenez? Mais c'est ce que je veux dire par là, il n'est pas interdit de faire fonctionner son cerveau. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire aussi, même si la loi le permet, quelqu'un vient. l'interdit pas. Ma pauvre mère est déjà décédée depuis un certain temps, mais quelqu'un vient et puis qui dit ben, les mamans, une fois, 2 fois, 3 fois, au moment où on réagit. Quoi. Mais ça revient. Ça s'appelle du bon sens. C'est même pas nécessaire d'être intelligent pour ça. Ça s'appelle du bon sens. Mais oui, sûr. On sait exactement où est-ce qu'on peut aller du point de vue du comportement. Enfin, j'ai des amis qui sont très grivois, on se dit des bêtises, etc. au carnaval. Merci de me donner l'étiquette de sainteté, que j'accepte que ça va faire plaisir à mon frère. Enfin, on ne va pas à l'église en maillot de bain. Enfin bon, il y a des lieux et puis il y a des fréquentations et il y a des moments où pour tout faire. Voilà, c'est ça en fait ce que Michel dit. Ça s'appelle du bon sens. Hein. C'est pas la peine d'être instruit ou d'être diplômé pour Non, mais ça. c'est du savoir-vivre Et puis, aussi. il y a l'arrogance des l'éducation. Occidentaux. Cette arrogance, c'est moi qui détiens la vérité, et puis les autres, c'est rien du tout. Leur religion, leur tradition, leur culture. Mais non. Parce que tout le monde dit ça, mais en même temps, j'ai envie de dire. Moi, quand je vois un certain nombre de caricatures qui sont faites, par exemple de la première dame de France, non mais ne sont pas. Oui, non, c'est caricatures. C'est des caricatures où on la dénigre et on la dessine comme un singe et tout ça. Aujourd'hui, les choses vont très loin. Trop loin. Trop loin. Il y a des réseaux sociaux qui ne sont pas maîtrisés. Alors, je tiens à vous juste une info. Aujourd'hui, Elon Musk, propriétaire de feu Twitter, qui s'appelle maintenant X, ok, est sur le point, dit-il, de décider de retirer Twitter, enfin X, ça s'appelle maintenant en France, parce qu'on lui a dit qu'il fallait faire de la modération, c'est-à-dire quand il y avait des fake news, des fausses vidéos, des comptes racistes, xénophobes et tout ça, qu'il fallait les supprimer. Eh bien, il a dit que si on lui impose des règles, eh bien, il va retirer X. J'ai envie de dire que depuis qu'il a acheté ce réseau social, c'est la meilleure nouvelle que je puisse apprendre.
Mais oui, qu'il se retire, parce que en fait, on assiste, c'est du n'importe quoi. On a une libération, comme sur CNews, on a une libération de la parole raciste qui est inquiétante, qui est très inquiétante, qui doit nous, d'ailleurs, afrodescendants, presque nous effrayer quand on sait que la moitié des nôtres sont l'autre bas. Moi, j'entends tout ça, mais franchement, quand j'étais jeune... Il n'y a pas si longtemps. Oui, Il n'y a pas tellement c'est récent. longtemps. C'est gentil, c'est gentil. C'est récent. Il y a C'est quelques gentil. décennies. Mais franchement, on avait un prêtre au Gaumont, l'abbé Féval, il y avait un autre Ah ouais, encore. ouais. Tu ne pouvais pas dire une bêtise devant le prêtre. On te disait, si l'abbé a souqué ou bien, là, ok, ouais. Tu respectais l'instituteur, le directeur. Tu ne pouvais pas jouer au billes le midi. Mais ça, c'est avant. Mais ni les cas qui étaient passés en l'arrière, c'était où à jouer ou tu prendre un coup. En dehors des heures de classe. Et tout le monde, c'était leur respect. C'était l'autorité. C'était Ça l'autorité. n'existe plus. Et qu'est-ce que Chirac a été fait pour gagner des voix pour la présidentielle? Il a aboli le service militaire. Et ça a été une belle connerie. C'est la pire des Ça a été La une pire des belle conneries. connerie. Mais alors là, En fait, il faut. Moi, il y avait il faut un peut-être dire mélange. pourquoi. Et il y avait surtout, moi j'ai fait 10 ans de préparation militaire, c'était la discipline. Exactement. Ok, on donnait un ordre, on exécutait. Exactement. On contestait après s'il le fallait, mais il fallait obéir. Voilà. Et plus que ça, ça, c'est vraiment dommage. Et au-delà de ça, ça permettait, parce que quand même, il mixité faut le dire, La mixité sociale. La mixité Ah ouais, sociale, c'était fondamental. la mixité géographique et spatiale. Il y avait des gens qui n'avaient pas vocation à se retrouver au même endroit, un Martiniquais avec un Breton, un Corse, un machin, qui finissaient par se rendre. Et ce qu'il faut dire également, du coup, c'est que quoi qu'on en dise, que ce soit ici, moi je salue le chauvinisme, j'aime bien les gens qui sont chauvins de ce qu'ils représentent, de leur solidarité. Quoi qu'on en dise, ça diminue aussi l'esprit chauvin presque de la nation et d'un peuple. Parce qu'à partir du moment où vous n'avez pas finalement la possibilité de vous retrouver autour de valeurs communes, à des moments communs qui sont des Tu moments parles forts. du service militaire là? Bien sûr, il y avait une défense de la non. nation. Je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je suis un ancien militaire et je pense que là, au contraire, il y avait une cohésion, n'est-ce pas, de l'armée et de la nation. Oui, c'est ce que je dis. Oui, mais oui, c'est ça. Donc, on était attachés Tout à fait. à la France. C'est ce que à la je dis. nation. C'est ce que C'est tu ce dis. que je dis. Parce qu'il y a des étrangers, tu disais, et que ça. Ah, pas du tout, on ne j'ai pas faisait parlé pas. Bon, d'étrangers, d'accord, t'as ok, mal entendu. d'accord, ok, mais nous sommes d'accord. Et c'était Alors, il y a vraiment. quand même un Mais dernier dis-moi, point qu'on bébé, peut ça aurait faire. été intéressant qu'on rétablisse le service militaire Ah oui, maintenant, moi, je et voterai qu'il à n'y ait demain. aucune exclusion de genre, par exemple. Moi, je vote à deux. Oui, pourquoi pas, oui. Mais oui, non, mais Ben, ça ne me dérangerait pas. Il y a des femmes militaires Oui, exceptionnelles. Hein. mais oui, parce Comme en que... Libye, Oui, oui. En Libye, la garde garde personnelle de Kadhafi, c'était des femmes. Et d'ailleurs, c'est ça. elles ont même monté leur tente dans les Amazones. Oui, oui. Alors, le président du Conseil, Nathan, que retenir de la visite en Martinique de Philippe Vigier, le ministre chargé des Outre-mer? Rien, ben on passe à autre si, chose. non, Père Noël. Rapidement, parce Non, que Père comme Noël, c'est moi, pas... je tiens quand même à dire quand même un mot. Alors, un mot. Il a annoncé, du coup, réforme de l'octroi de mer, messieurs, ça doit Non, on vous va y venir intéresser. tout à l'heure, hein, parce que c'est Voilà. là-dessus. Mais hein. bon, Alors là, Passons à ça, parce que il y a... oui. C'est C'est déjà l'heure. Eh ben, on déjà a l'heure. Déjà l'heure. qu'à Alors. rassembler tout ça. Après le Sénat, c'est ça? On peut Oui, c'est faire ça. un tour. Hein, avec Après le tout ça. Sénat sur la continuité territoriale, l'Assemblée nationale sur la vie chère et le gouvernement avec le CIOM, le Conseil économique, social et environnemental, a dévoilé à son tour sa contribution pour le pouvoir d'achat en Outre-mer. Alors, Oui, donc je alors- finis mon propos, je peux, c'était moi qui avais la parole. Juste. et je prends après pour l'octroi de mer. D'accord. Très bien. 19 des points. Alors, il a annoncé, que Ah, tu parles de ça. les élus d'outre-mer, dans le cadre justement du SIOM, allaient être reçus la semaine prochaine à l'Élysée. Donc, enfin, même pas c'est la semaine prochaine, ce vendredi 20 octobre. Bon, il a annoncé une réforme de l'octroi de mer. Donc, il y a qu'apprend avion au Soya, Oui. oui, il y a Ils sont déjà tous là-bas, d'accord. Donc, c'est tous les exécutifs d'outre-mer, dits d'outre-mer, des pays des océans, comme je les appelle, qui sont invités à venir discuter avec le président de tout l'argent qu'il est prêt à leur donner. Alors, octroi de mer, pouvoir, il a même parlé, Vigier d'ailleurs, du président de la CTM, qui lui veut plus de pouvoir, il a dit, à discuter.
Il a parlé d'une augmentation du budget, 7% de plus, soit 203 millions. Moi, j'ai envie de dire que l'essentiel du budget des Outre-mer, des pays des océans, ne passe pas par le budget du ministère des Outre-mer, mais c'est pas grave, 203 millions, ça peut être pas mal. 203 millions, c'est précisément ce qu'il nous faudrait. Je crois qu'ils prennent un petit peu sur chaque ministère. Exactement, c'est pour ça. C'est le budget du ministère représente peu par rapport au budget Même en fait, pas 10%. Même pas 10%. Bon, mais 203 millions, je tiens à dire quand même que ça pourrait correspondre à la dotation qu'on pourrait nous donner pour la continuité territoriale, compte tenu du fait que désormais, on paye quasiment 500 € pour aller en Guadeloupe pour faire 45 minutes. Je finis là le débat, on en l'abordera peut-être la prochaine fois. Il a parlé également des quorums, contrats de redressement en Outre-mer. Et il a donné 2 millions, je crois, à la ville du Saint-Esprit, donc pour les aider à redresser la caisse des écoles, à rénover un certain nombre d'établissements. Il vaudrait mieux relever la dotation globale de fonctionnement dans l'ensemble des communes. Merci. Et puis il a parlé en plus de la technique, à la technique de Macron d'ailleurs, c'est sa grande technique, ça marche, ça passe ou ça casse, c'est la France 2030. Donc c'est un concours de projets. Donc on vous donne des grands axes sur lesquels on est susceptible de vous donner l'argent. Et vu que, évidemment, je vous l'ai déjà dit, ici malheureusement nous ne sommes pas des génies pour aller chercher de l'argent sur des appels à projets, même si je trouve que ce ne sont pas des super techniques toujours. Mais France 2030, appel à projets, et il y aura beaucoup d'argent réservé aux Outre-mer. Oui bébé, on passe la parole à Philippe. Apprendre à monter des dossiers. On passe la parole à Philippe. Mais Philippe. quand le bébé aura terminé. Oui. Mais ça y est, j'ai terminé, papy. Tu peux y aller. Oui, alors, mais moi, j'ai été véritablement ébahi par l'intitulé qui se donne, le ministre. J'ai entendu dire qu'il est le ministre des solutions. Hein. Il a insisté pour se présenter ainsi. Oui, mais c'est important. Oui. Bon, alors, ce que je voulais dire, oui, c'est sur le rapport du CSE. C'est les points 8 et 10 qui ont retenu mon attention. Le dispositif qui est prévu de dérogation aux normes françaises et européennes appliquées ici. Et puis, le point 10, alors je ne peux pas ne pas en parler parce que le CESE préconise une réforme de l'octroi de mer en élargissement de l'assiette à l'ensemble des biens et produits. J'ai lu et je vous garantis que les propos écrits, ils les ont pris exactement dans le petit ouvrage que nous avons rédigé. Le petit livre bleu, là. Le petit livre. C'est exact. Et écrit par Philippe Saint-Cyr et Bruno Marquez. Voilà. Oui. Il faut le dire. Ils sont passés d'ailleurs en radio. Il faut sur RFO, oui. Mais il faut le dire parce que c'est ici aussi, ils ont entendu bébé parler de continuité territoriale. Il y a des sénateurs qui se sont emparés. Mais c'est bien, c'est que les gens écoutent Zouk, c'est bien. Ah oui, et puis en plus, vous parlez de choses sérieuses. Vas-y, Philippe, vas-y. Tu vois, elle ne me laisse pas parler. Je ne sais pas dire beaucoup de choses. Je dis que tu inspires les gens, papy. Laisse-le parler. On a déjà dépassé. Oui, bébé, je t'ai écouté. Non, je voulais dire simplement ceci. Que je pense que Michel va changer d'avis sur sa vision de l'octroi de mer. Je le provoque. Parce qu'on est en train de mettre en place plusieurs scénarios de réforme de l'octroi de mer. Et quand je parle de réforme, il s'agit de réforme, c'est-à-dire que l'autonomie fiscale demeure, c'est-à-dire que les produits vont aller aux collectivités comme cela était prévu. Et nous faisons, il y a plusieurs scénarios que je ne vais pas vous livrer tout de suite. Nous sommes consultés par beaucoup de gens pour savoir ce que nous défendons. Il semble que nous fassions peur à certaines personnes, mais enfin bon, on va les calmer. Mais ce qu'il apparaît, je n'ose pas le dire parce que on parle de chiffres souvent en disant que les collectivités sont sous-dotées, que les dotations diminuent. Et nous faisons l'analyse des chiffres, nous n'arrivons pas à ce résultat-là et ces conclusions-là. Oui, on reprend les chiffres et on fait des comparaisons de moyennes avec les collectivités hexagonales et ici. Et on s'aperçoit, on finit les chiffres, on s'aperçoit que on n'est pas si mal doté que cela en fait. Ok, je vais porter les chiffres. Je vais t'inviter à une réunion de travail, Michel. Ok, et il apparaît. Oui, bébé. Et il apparaît que finalement, l'octroi de mer ainsi établi, si on ne le modifie pas, on va continuer à organiser la rentabilité
commerciale de certains marchands. C'est-à-dire qu'ils en profitent. Et là, on met toutes les bases sur le tapis et on commence à discuter. Et on consulte, on vient nous trouver, mais il faut effectivement... Et nous organisons, alors, au début de l'année civile, un grand débat sur l'octroi de mer, dans tous ses aspects, avec les chiffres. Et Michel, je vais te les montrer et je voudrais t'entendre sur ces chiffres. Bébé aussi, je veux te les montrer. Alors, Charles? Moi, c'est la vie chère et puis les normes que j'ai retenues. Oui, les normes, c'est fondamental. Parce qu'à partir du moment où les normes changent, eh bien, il y a possibilité d'ouvrir la possibilité au géographique, enfin, à la géographie cordiale et au territoire, de manière à ouvrir nos possibilités de commercer du point de vue de la logistique, du point de vue de l'ouverture des frontières. Et puis, deuxième élément, c'est les monopoles, ce que Michel disait là. J'avais une petite histoire à raconter, mais elle est assez longue, je ne vais pas la raconter, je vais la réserver pour la prochaine fois. Mais oui, mais c'est une histoire qui prend effet sur une clause appelée frais de retour. Et ce frais de retour-là, les producteurs de bananes payaient le frais pour aller, et puis il y avait un frais de retour qui leur était bénéficiaire du point de vue des intrants phytosanitaires, engrais, etc., de fidélité, qui pouvaient leur permettre de... Oui. Et il y a un magicien qui a récupéré ce frais de retour-là pour faire rentrer des produits manufacturés et qui s'est enrichi considérablement. S'il pèse 700 millions, je ne dis pas de nom, s'il pèse 700 millions d'euros aujourd'hui, ce n'est pas grâce à ces petits bois musclés, mais c'est parce qu'il était bien placé à un moment très précis et qu'il a récupéré... C'est un Martiniquais? La ristourne de Fred, voilà. C'est un Martiniquais? Oui, c'est un Martiniquais. C'est un Martiniquais. Bon, mais écoute, il fait du business, Mais à un moment donné, que tout lui tombe dans la poche, enfin, pas lui seulement, mais bien sûr. Il faut qu'on arrête un petit peu, quoi. Tu peux avoir 2 moteurs derrière ton bateau pour des raisons de sécurité. Quand tu as 4 moteurs, tu attires l'attention. Alors, Michel, et puis... Bon, je vois que l'essentiel a été dit, mais enfin, bon, concernant la visite de M. Vigier, il y a bien sûr la prise en compte des difficultés des planteurs de bananes, et puis il y a quand même l'interpellation, j'ai retenu entre autres l'interpellation de Serge Letchimy concernant un dit pacte de démographie. Ah oui. Alors, bon, ça c'est très important. Et je ne vais pas dire grand-chose, mais la CTM a tenté avec la Maison du Retour de s'attaquer à ce problème, mais ce qui est important, c'est que enfin Serge Letchimy comprend que la question de la démographie n'est pas seulement une question qui concerne les collectivités locales, mais aussi l'État. Prochaine élection, tu es sur Nice PPM, toi. Si tu as bien entendu, j'ai dit, Letchimy a enfin compris que... Oui. Bon, il te rejoint. Je termine. Je termine Granier pour te dire que sur cette question du pouvoir d'achat de l'octroi de mer, nous aurons l'occasion d'en parler à l'occasion de la visite de Fabien Roussel du 26 octobre au 30 octobre. On va essayer de le recevoir ici, j'espère. Oui. Alors, il y a un forum, que nous allons organiser sur pouvoir d'achat et octroi de mer, probablement à la Maison de la Culture de l'Homme. On n'a pas encore décidé le lieu, mais il y aura bien sûr les gens. On va essayer d'inviter les gens de la MPI, parce qu'ils sont concernés par cela. Nous allons inviter les syndicalistes qui ont posé le problème de la vie chère, le K5. Le K5F. Oui. Et bien sûr, Fabien Roussel, en tant que secrétaire national du Parti communiste français, et qui a organisé un colloque sur l'avenir de l'outre-mer, va s'exprimer aussi sur ce sujet. Voilà. Très bien. Alors moi, je voulais juste dire... Non, c'est fini, bébé. Je voulais juste dire quelque chose. J'ai vu, hier, me semble-t-il, qu'il y avait des représentants des pays de la CARICOM ici. Et c'était hyper important. Si vous voulez, on va en parler la semaine prochaine, puisqu'on parle d'histoire d'avion. Et j'ai trouvé, c'est pas un ministre, mais le monsieur qui parle en anglais, là, il a été très clair, très pertinent sur ce qui a été dit. J'espère que les Martiniquais ont bien fait attention. Quand vous regardez le prix du billet, le prix des taxes, par exemple, ça c'est une des choses. Tu m'en veux pas la semaine prochaine? Non, je t'en veux pas, mais de toute façon, la semaine prochaine, ça veut dire qu'on va encore parler de monopole si on parle de cette géographie cordiale. Et on pourra, du coup, développer. Voilà. Merci à tous. Alors, je rappelle qu'effectivement, bébé nous a emmené cette affiche qui aurait été mieux si on l'avait scannée, mais elle a reconnu son erreur, c'est bien. Et elle nous a aussi emmené des invitations. D'accord. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.
Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le permet. Bye bye. Au revoir Grégory, au revoir Martine, au revoir Manuela, dans le Nodal. Bye.